respectera une charte éthique, assurant la vie privée de nos concitoyens. Mais les législations évoluent, les gouvernements changent, les menaces aussi. Une fois l'infrastructure du système installée, une fois que tout sera interconnecté et automatisé, que la toile d'araignée sera tissée, plus rien ne nous sera impossible. Les paramètres du système seront modifiables. Nous pourrons, par exemple, utiliser le système pour identifier des membres d'un mouvement indésirable ou démanteler cette menace, enrayer les contestations en prévenant les rassemblements, en identifiant les meneurs, surveiller des opposants politiques, les localiser en permanence. L'infrastructure du système Interact pourra à l'avenir être utilisée pour garantir une stabilité politique. Nous pourrons aussi envisager la vente de ce système à des entreprises ou à des pays étrangers afin d'aider les gouvernements à maintenir l'ordre. Le système Interact, c'est la promesse d'un monde plus sûr, plus stable, uniforme, transparent, ordonné. Le projet Interact vise à protéger la population d'elle-même, car la principale menace, c'est vous. Oui. Il manque le détecteur de fumée. Oui. Non, cela dit, c'est pas du tout un gag. Hein. Ce projet INDEC, il existe. Hein. Il existe depuis 2009 dans l'Union européenne. Il est en train d'être mis en place. Et vous pensez bien qu'à l'heure actuelle, nos chers gouvernants, avec ce qui s'est passé, c'est le moment ou jamais de pousser au nom de sacrifier un peu de liberté pour beaucoup de sécurité. Vous voyez ce à quoi ça peut donner. Alors, les pistes un peu pour éviter ce genre de dérive, c'est d'abord de sortir tout ce qui est donné des traités de libre-échange, en particulier du fameux traité de libre-échange transatlantique. C'est créer une agence internationale du big data où soient représentés les États, les entreprises et les usagers, sous l'égide de l'ONU. Mettre en place un système de droit sur les données, parce que ces données, c'est nous qui les produisons. Malheureusement, à chaque fois, quand vous les donnez, il y a un truc que vous êtes obligé d'accepter, que vous ne lisez pas, dans le meilleur des cas, il est en français, souvent il est en anglais, c'est écrit en tout petit. Par exemple, peu de gens savent que quand on met ses photos sur Facebook, elles ne vous appartiennent plus. Elles appartiennent à Facebook. Donc, garder la propriété, un droit de suite sur les utilisations de ces données et la rémunération. Interdire le big data prédictif à l'usage de profilage individuel, c'est une grosse partie du risque qu'on a vu là. Donner un statut d'utilité publique aux lanceurs d'alerte et aux hackers, parce que c'est des gens, heureusement, qui sont là, je pense à Snowden ou à bien d'autres, l'histoire de Wikileaks, donc il faut les protéger, il faut qu'ils soient protégés par la loi, ce qui a failli être le contraire avec la loi Macron, là, sur le secret des affaires, par exemple. Créer un corps de certification des algorithmes du big data à l'image de l'expertise comptable, parce que les algorithmes, c'est des êtres humains qui les écrivent, ils ne sont jamais neutres. Si vous faites en matière de sécurité un algorithme, vous pouvez écrire un algorithme qui aurait tendance à penser que les pauvres et les noirs sont des gens dangereux pour la société. Un algorithme en soi, c'est pas la vérité révélée de Dieu. Enfin, encore que la vérité révélée de Dieu pose pas mal de problèmes, mais bon, c'est une autre question. En plus, aussi, il y a l'idée aussi d'avoir ce qu'on appelle des licences Creative Commons, c'est-à-dire, ça s'apparente à la notion du commun, c'est-à-dire que ces licences Creative Commons, elles reconnaissent le droit d'auteur, mais en même temps, elles empêchent l'utilisation privative des données. C'est vrai aussi pour toute une série d'œuvres, c'est un statut juridique extrêmement intéressant qui est en train de se développer un petit peu partout sur la planète. Il y a la question de la fiscalité d'exploitation de ces données, puisqu'on dit que c'est une véritable mine d'or, il est normal que ça profite à la collectivité. Et puis la mise en place, alors les clouds, c'est là où on stocke toutes ces données. En anglais, ça veut dire nuage. Et donc là, il y a un véritable enjeu
de souveraineté nationale et de souveraineté européenne et un enjeu industriel autour de ces clauses. Je passe vite. Alors maintenant, il y a aussi une autre grosse question qui est posée avec le numérique, c'est la gouvernance d'Internet. Parce qu'Internet, c'est pas un truc qui existe comme ça sans direction. La gouvernance d'Internet, elle existe et elle est gérée par deux grandes institutions, ce qu'on appelle l'ICANN, alors excusez-moi, c'est en anglais, qui est grosso modo la gouvernance politique d'Internet et qui donne ce qu'on appelle les adresses IP, Internet Protocol, mais en fait surtout les noms de domaine pour vous. Un nom de domaine, par exemple, c'est pcf.fr, c'est elle qui organise grosso modo le fonctionnement d'Internet. C'est un premier organisme. Deuxième organisme, c'est l'IETF qui, lui, définit les protocoles techniques d'Internet. C'est très important aussi parce que c'est comme ces protocoles déterminent aussi les capacités qu'il y a pour des institutions comme la NSA, par exemple, à espionner un certain nombre de choses. Donc, comme la technique n'est pas neutre, c'est aussi extrêmement important. Alors, l'IETF, c'est un groupe informel, il n'y a pas de statut, il n'y a pas d'adhésion, on peut être contributeur, et c'est un véritable pôle de résistance. Alors bien sûr, il faut avoir la compétence technique pour y participer, hein. On ne s'improvise pas comme ça membre de l'IETF, mais c'est un vrai pôle de résistance par rapport à l'idée de transformer les protocoles techniques d'Internet, soit par rapport aux besoins de certaines entreprises, soit par rapport à certaines institutions qui ont des grandes oreilles. Alors l'ICANN, jusque-là, c'était quand même quelque chose qui était très... alors, c'était une société à but non lucratif, mais elle était soumise aux États-Unis jusqu'ici, et en particulier au ministère du Commerce. C'est un endroit où il y a à la fois dans des entreprises qui sont représentées, des chercheurs et des usagers. Mais grosso modo, c'était quand même le ministère du Commerce des États-Unis qui chapeautait. Et l'un des principes de fonctionnement d'Internet, c'est la neutralité, c'est-à-dire c'est l'égalité de traitement de tous dans le flux d'informations, c'est-à-dire qu'en fait, que vous soyez pauvre ou misérable ou riche et puissant, normalement, vous devez avoir le même accès au réseau. Alors, c'est pas totalement vrai, mais c'est quand même le point de vue. Et c'est ce qui différencie, par exemple, Internet d'un média comme la télé, c'est que la télé, quand vous diffusez quelque chose, il y a un émetteur, il y a un récepteur. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est émis, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de tourner le bouton. Et puis, vous ne pouvez pas créer votre propre chaîne de télé, ça coûte assez cher, etc. Enfin bref. Tandis que dans l'Internet, il y a l'idée que chaque nœud est à peu près égal, c'est la conception de la neutralité du net. Alors, bien sûr, cette gouvernance d'Internet, c'est l'objet d'un champ de bataille, et en particulier l'ICANN, je veux dire, il y a un certain nombre de pays qui n'entendent plus que les Américains fassent la pluie et le beau temps, en particulier la Chine et la Russie, mais qui, eux, serait plus pour une idée de renationaliser l'Internet, et en particulier l'Internet chinois est quand même assez particulier et assez bordé. Et puis il y a des pays comme le Brésil, qui sont beaucoup plus intéressants dans leur point de vue, parce que eux, ils veulent démocratiser cette gouvernance du Brésil, donc c'est pas un problème d'affrontement de puissance entre les États-Unis et la Chine ou la Russie, mais c'est de dire que Internet doit essentiellement appartenir à ses usagers, garantir le caractère international d'Internet. Alors le Brésil a pris une grosse initiative en avril 2014 à créer un net mondial. Ça a fait bouger les États-Unis, qui sont en train maintenant de lâcher leur tutelle sur l'ICANN, mais ça reste un combat politique extrêmement important. Alors, sur la neutralité du net, c'est aussi un des combats, c'est-à-dire que, bien sûr, comme il y a des grandes entreprises, ce sont à la fois les fournisseurs d'accès d'Internet et les fournisseurs d'accès d'Internet en France, on a Free, on a Orange, on a d'autres.
la neutralité du net, ils n'aiment pas trop parce qu'ils voudraient peut-être avoir un Internet à différentes vitesses, c'est-à-dire qu'on aurait plus de capacité, plus de débit, plus de possibilités quand on est un gros service qui paye bien. Et puis les autres, ils auraient un peu un Internet, ce serait un Internet à 2 vitesses. Donc il y a de vraies pressions aux États-Unis là-dessus, mais aussi en Europe, bien que le Parlement européen ait pris position fermement pour la défense de la neutralité du net. Et l'un des meilleurs moyens de développer la neutralité du net dans notre pays, c'est d'abord de développer des fournisseurs d'accès à Internet alternatifs. Ça commence à se développer un petit peu partout, bon, il y en a en région parisienne, etc. Et puis ce serait aussi de redonner un caractère public à Orange, enfin ex-France Télécom. Alors, notre gouvernement et le numérique. Alors notre gouvernement et le numérique, pour l'instant, la vision qu'a notre gouvernement, c'est essentiellement une vision de technophile BA, sauf sur les questions de sécurité, où on pense qu'Internet est le diable sur pattes. Donc on a eu des sous-ministres qui ont plutôt été des sous-ministres des start-up. Alors les start-up, c'est des petites boîtes à capital risque, etc. Plutôt que de s'intéresser à l'Internet, au numérique, dans tout son caractère civilisationnel. Donc pour eux, la conception, c'est que le numérique, c'est surtout du business, et il faut faire une espèce de petite Silicon Valley à la française. Alors pour l'instant, il y a deux grands chantiers, un plan numérique pour l'éducation, j'y reviendrai, et un projet de loi qui devrait être présenté ce trimestre-ci. Alors, le numérique à l'école, de ce qu'on en sait, il y a l'idée de mettre des tablettes en 5e, pourquoi pas. Le haut débit est numérique dans toutes les écoles, et numériser les manuels scolaires, ainsi qu'apprendre le codage lors des rythmes scolaires. C'est assez vague pour l'instant. Il y a le risque, grosso modo, que l'école soit surtout un gros marché pour un certain nombre de sociétés du numérique. Ce n'est pas une ambition. Alors que par ailleurs, il y a un Conseil national du numérique en France qui existe, qui a fait des propositions, alors qui sont parfois contradictoires, parce qu'il y a un peu tout le monde dans ce Conseil national du numérique, mais des propositions qui sont d'une toute autre ampleur, qui est plutôt basée sur l'idée de donner à l'école une véritable culture numérique, du numérique, et de comprendre les enjeux, de rendre grosso modo les citoyens, de rendre les gens citoyens, internautes et citoyens quand ils vont sur Internet, mais le numérique ce n'est pas qu'Internet, donc des véritables humanités numériques. Ça, c'est un véritable enjeu. Alors dans ce cadre-là, effectivement, on peut avoir des tablettes, on peut avoir on peut apprendre le codage, etc. Mais ça doit être fait dans le sens où, comment, à un moment donné, quand on est citoyen, on maîtrise une grande partie des enjeux dont je vous ai parlé. Et on a la capacité, c'est un peu la démarche des hackers. Les hackers, ce n'est pas des méchants pirates, c'est des gens qui soulèvent le capot et qui veulent savoir comment ça marche. Et qu'à partir du moment où ils savent comment ça marche, ils veulent pouvoir transgresser les choses et changer le système. C'est ça qu'il faut apprendre à l'école par rapport au numérique. C'est pas de former des gens soit à faire leurs courses sur Internet, ou soit à faire que des gens, que la question des métiers du numérique. C'est important de former les gens aux métiers du numérique, mais ce n'est pas que ça. Donc ça mériterait au minimum un grand débat national. Et puis, je vous le disais, sur le numérique gouvernemental, on est beaucoup start-up. Alors l'idée des start-up, c'est finalement de les revendre aux grandes entreprises américaines après, une fois qu'elles ont réussi, celles qui ont réussi, parce que toutes les autres, elles sont mortes. Et c'est une conception de l'innovation qui devient une sorte de mot valise, un concept assez creux qui sert à remplacer le mot de progrès, et qui empêche, qui n'est pas nécessairement, qui est une version commerciale de la créativité humaine. Bon. L'innovation elle-même, c'est pas quelque chose de positif, c'est une innovation pour quoi faire. Il y a innovation. Quand vous faites un cœur artificiel, c'est une innovation qui va dans le sens du progrès de la société. Par contre, quand vous faites une application liée au GPS
pour foutre les chauffeurs de taxi au chômage. L'innovation elle-même, elle est quand même pour le moins, son intérêt est pour le moins limité. Donc il y a cette conception-là, elle doit être remise en cause. Et en fait, la question, c'est moins de créer un modèle autour des startups et du capital risque que de créer un environnement où on développe, je dirais, des outils numériques et on répond à un certain nombre de besoins de la société, on crée l'environnement de ça, et on a besoin à ce moment-là de développer ce qu'on appelle un peu des tiers-lieux, où on mélange un certain nombre d'activités, à la fois numériques et pas numériques, dans un cadre où, bien sûr, il peut y avoir des questions commerciales, mais en même temps, on est plus dans une idée d'un cadre coopératif et d'un cadre d'économie et sociale. Ça, ce serait beaucoup plus intéressant et véritablement d'avenir par rapport aux contradictions dont je vous parlais au début sur la révolution numérique, que cette espèce de modèle de faire une petite Silicon Valley à la française, qui est en plus relativement illusoire par rapport je dirais, à ce qu'est la Silicon Valley américaine. Alors, je crois qu'il faut, voilà, juste, il faut au contraire envisager donc, le numérique comme une question de civilisation pour notre pays, si on fait une loi là-dessus, avoir des expériences à partir de nos expériences du logiciel libre, puisque je vous parlais des makers, des Fab Labs, c'est-à-dire de ces petites, ces lieux de fabrication numérique qui sont ouverts à tous, qui sont gratuits, où le principe c'est l'apprentissage par les pairs, la coopération et la capacité à agréger des gens autour de ces projets. Je pense que c'est là-dessus, c'est ce qu'il faut valoriser, et c'est ça qui peut justement permettre le développement du numérique dans notre pays, et qu'il y a un certain nombre de gens qui ont envie véritablement de créer des choses à partir du numérique, qui s'y retrouvent. Donc l'idée, plutôt d'aller vers des conceptions de coopératives, et de développer ce qu'on appelle les communs numériques, c'est-à-dire tout ce qu'on veut mettre à disposition de tout le monde sans être dans un cadre nécessairement étatique ou le cadre du marché. Alors là-dessus, il y a aussi à encourager ce qu'on appelle le financement participatif, c'est le crowdfunding, parce que de plus en plus c'est quelque chose qui n'est ni les banques ni les subventions publiques qui sont de plus en plus compliquées à avoir et qui n'existent de moins en moins. Et on pourrait beaucoup s'intéresser à un projet que l'Équateur est en train de développer, qui s'appelle le projet FLOC, qui est le projet justement d'une société, ce qu'ils appellent du libre savoir, basé un peu sur la conception, mais à l'échelle de la production matérielle et des rapports sociaux, la conception, je vous disais, du logiciel libre. Et justement, ce pays, qui était un pays quand même qui était beaucoup lié à la vente de matières premières, est en train de complètement se révolutionner autour de ces conceptions-là, avec un gouvernement de gauche extrêmement intéressant, qui est alors toute proportion gardée, qui fait des choses aussi intéressantes d'ailleurs que Syriza à sa manière, quoi. Donc là, il y a des choses véritablement à puiser autour de ça. Alors, là, je vais aller vite. Oui, alors il y a aussi un enjeu, peut-être que je dirais aussi sur ce que je vous disais, ce qu'on appelle les Fab Labs, c'est-à-dire des petits ateliers locaux de fabrication qui permettent de lutter contre l'obsolescence programmée et puis d'avoir de nouveau une maîtrise des objets, c'est-à-dire une appropriation des processus de production et des objets, qui ne sont pas seulement une appropriation en termes de propriété, je dirais juridique, mais aussi une appropriation en termes de comment ça fonctionne, pourquoi c'est créé et pourquoi c'est fait. Donc c'est basé, donc le dispositif, c'est des logiciels libres de création numérique et des imprimantes 3D, mais c'est surtout ce qu'on y fait qui est important, c'est-à-dire c'est des lieux où des gens se mélangent de tous horizons, avec une démarche art et métier. Il y a des gens qui sont issus de la culture, il y a des gens qui sont issus des arts, il y a des gens qui sont issus de l'ingénierie, il y a des gens qui passent par là, qui sont chômeurs, qui sont SDF, qui sont tout ce qu'on veut,
qui ont des savoir-faire ouvriers, en particulier, ça peut se servir d'un tour, etc. Et c'est l'application du principe des logiciels libres à la production matérielle, et en particulier, en fait, c'est faire avec les autres. C'est l'idée de faire avec les autres, de faire pour soi, et de partager ce que l'on fait, en plus de documenter, donc à chaque fois, de ne pas être dans un rapport privatif de la connaissance. Écoutez, on peut peut-être commencer le débat là.